Les populations de Dania dans le département de Vavois veulent être prises en compte dans le processus d'indemnisation des victimes de crise en Côte d'Ivoire. Elles l'ont fait savoir lors des journées de dialogue intercommunautaire organisées du 10 au 12 février par l'ONUCI. La volonté des cadres et élus de la sous-préfecture étant affichée, la ministre de la Solidarité, de la Cohésion sociale et de l'indemnisation des victimes a tenu le lundi 16 février à rassurer les populations de Dania. Les 13 et 14 octobre 2013, des affrontements intercommunautaires violents ont eu pour conséquence plusieurs blessés. Dania a connu un charnier à Monokozoï. Dania a connu les Sukhoi. Dania a connu les Mi-24. Je suis venu ici pour vous dire que les victimes de Dania ne seront pas oubliées. L'ONUCI veut aussi mener des actions en vue d'apporter son soutien au renforcement du processus de la réconciliation nationale dans le pays. Je voudrais annoncer la décision prise par l'ONUCI de réhabiliter le centre de santé de Dania. Toujours dans la même logique, je voudrais vous informer que nous serions à mesure de réhabiliter une école. L'ONUCI procédera à la réhabilitation de l'ensemble des pompes qui sont en panne. Ce sont environ 150 000 victimes de crise survenues en Côte d'Ivoire qui ont été recensées. À ce jour, plus de 2000 ayants droit de personnes décédées et de blessés ont été indemnisés. Le processus se poursuit depuis août dernier, date de lancement officiel de la phase 1 du processus. Depuis 2011, la Côte d'Ivoire n'a plus enregistré de cas de poliomyélite. Un résultat qui permet à la Commission régionale pour la certification de l'éradication de la polio en Afrique de déclarer en novembre 2015 la Côte d'Ivoire pays libre de poliomyélite. Fort de ce constat, une cérémonie de destruction des échantillons des poliovirus sauvages de plusieurs pays de la sous-région stockés au Centre des ressources biologiques de l'Institut Pasteur de Côte d'Ivoire a eu lieu. On a mis les poliovirus à moins 30 degrés. Donc ils étaient vivants encore dans le congélateur. Mais après, quand on les a mis dans l'autoclave, on va les mettre à 121 degrés pendant 40 minutes. Ils vont tous mourir. Ouverture du congélateur, vérification des échantillons, transfert de ces échantillons dans l'autoclave et mise en marche de l'autoclave sont les étapes suivies par le ministre de la Santé et de l'Hygiène publique avant la destruction des poliovirus sauvages. Après cette destruction, pour justement éviter que ces souches puissent éventuellement contaminer l'environnement, oui, aujourd'hui, nous pouvons dire que la Côte d'Ivoire est libérée de la polio et surtout des virus de la polio. Après donc l'éradication du ver de Guinée, le pays est en passe de réussir l'éradication définitive de la polio. Cela n'empêche pas, selon le ministre Raymond Goudou Kofi, de poursuivre les séances de vaccination. Ce bâtiment sur cette image, c'est le siège de la FENASCO-VICI, la Fédération nationale des sociétés coopératives du vivrier de Côte d'Ivoire. Il va bientôt voir le jour à Tinguié, localité située à 15 km d'Abidjan. La pose de la première pierre est prévue pour la fin du mois de mars. La construction du siège de la FENASCO-VICI fait partie d'un vaste programme d'activités que cette structure entend mener pour assurer la sécurité alimentaire en Côte d'Ivoire. Nous avons mûri ce projet. Et pour la sécurité alimentaire, il fallait organiser le secteur. Il faut aller à la modernisation, augmenter la production, la mécanisation, les bons conditionnements des produits et la transformation de nos produits aujourd'hui en Côte d'Ivoire. À côté du siège de la FENASCO-VICI seront également construites une plateforme de collecte et une unité de transformation et de commercialisation des produits vivriers. En plus du site d'Atenguié, les 31 régions du pays, plus les 2 districts autonomes, vont également abriter des plateformes de collecte et des unités de transformation des produits vivriers. La production serait à grande échelle, ça va donner l'emploi. Les usines vont donner l'emploi. Je pense que nous aussi, on a notre part de responsabilité pour pouvoir prendre nos enfants en compte pour qu'on ne parle plus de pauvreté en Côte d'Ivoire. Pour la réalisation de ce projet, la FENASCO-VICI bénéficie de l'appui financier et technique de la Banque africaine de développement BAD. À terme, il s'agit de produire en toute saison
Avec le système d'irrigation, des produits vivriers de bonne qualité pour l'approvisionnement régulier des différents marchés pour assurer la sécurité alimentaire et lutter aussi contre la cherté de la vie. Peinture défraîchie, pare-brise sous le point de voler en éclats, fauteuil inconfortable, c'est le visage que présentent la plupart des véhicules de transport en commun appelés Woro-Woro. À l'heure d'un trajet à un autre, on s'arrête, le temps de réparer les pannes qui surviennent et on reprend la route. Interrogés sur la vétusté des véhicules de transport, les chauffeurs accusent entre autres le mauvais état de la route. La route n'est pas bonne, c'est pourquoi on a ce genre de voitures. Si le goudron est là, nos patrons vont acheter les voitures de 2 millions en bon état et puis bon, vous mettez sur la voie. Et puis les anciens rentrent à la ferraille, à la casse. Ces voitures en mauvais état, on les trouve partout dans la ville d'Abidjan, mais les chauffeurs de Woro-Woro sont prêts à prendre le risque pour faire recette. Et les clients aussi prennent le risque d'emprunter ces véhicules usagés. Ça met en danger, mais on fait avec. Comme tu vois, selon le temps, on cherche à nourrir un peu la famille. Sinon, une voiture comme ça ne doit plus rouler. On est contraint d'emprunter ces véhicules-là, au risque de notre vie. Et puis ces véhicules-là, c'est les gaz qui sont dedans. On a peur, mais on est obligé de monter. Ces voitures-là doivent être à la fourrière. Le Woro-Woro est un des moyens de transport le plus utilisé dans le district d'Abidjan. Et pourtant, au quotidien, de nombreux usagers frôlent le danger. Les véhicules sont en mauvais état et pire, ils roulent au gaz butane, le gaz utilisé par les ménages. Une pratique pourtant interdite en Côte d'Ivoire. Face aux étudiants qui ont pris d'assaut l'amphithéâtre Mamadou Koulibaly de l'UNS, 5 conférenciers. Ces intellectuels et universitaires d'ici et du Burkina Faso sont les invités de la CARAF, la cellule africaine de réflexion sur l'Afrique. À cette conférence publique sur la vie de Cheikh Anta Diop, ils ont la charge d'éveiller la conscience de cette jeunesse africaine garante de l'avenir du continent. Les gens nous ont dit, nous sommes ceux qui suivent par instinct. Nous voulons dire que nous ne sommes pas des déterministes. C'est nous qui apportons à ce qui existe. Donc l'Afrique ne suit pas les saisons. L'Afrique s'est anticipée. La religion du point de vue de l'Afrique, l'émergence du continent, vaincre le complexe d'infériorité, autant de sujets abordés par les conférenciers. Pour eux, sur la route de l'essor économique de l'Afrique, Cheikh Anta Diop est une source indispensable. Nous avons repris l'appel de Cheikh Anta Diop. Il savait que justement tout pays repose sur sa partie la plus féconde, la plus inventive et la plus active. Il faut qu'il y ait cette volonté politique d'affirmation de l'identité noire, l'identité culturelle noire et d'affirmation de l'Afrique dans le Conseil des Nations. Nous devons prendre notre courage à deux mains et nous assumer. Cheikh Anta Diop, né le 29 décembre 1923 à Tietou au Sénégal, est un historien, anthropologue, égyptologue et homme politique sénégalais. Il a mis l'accent sur l'apport de l'Afrique et en particulier de l'Afrique noire à la culture et à la civilisation mondiale. Disparu le 7 février 1986 à Dakar, cette conférence est aussi la commémoration de ses 30 ans de décès. Toute parole est parole, la parole est difficile.